26, 26 décembre. Je continue dans cette série des jours. Après les jours précédents, voici les jours de silence. Jours de silence. Le silence est presque une donnée tangible, quelquefois, tant il peut être dense et totalisant. Voici un silence qui semble dominer et s'étendre partout. Il recouvre tout. Tout est silence. Plus rien ne remonte, plus un son, plus une preuve de vie. Un silence qui n'annonce rien de bon. Jour de silence, jour de mort. Jour de mort passée et de mort à venir. Le silence. Et ce qui, quelquefois, nous fait douter, ou nous fait réagir, c'est le silence des vivants. Alors, les vivants, souvent ils ne sont pas nombreux, et ils sont d'autant plus précieux, mais ces précieux-là sont devenus encore plus précieux, encore plus rares, puisque ils sont ailleurs. Il faudrait parcourir quantité de mers et d'océans, partir à l'aveugle. Je pars en direction d'un être dont j'ai perdu toute trace. Je vais à mes risques et périls. Je ne sais pas s'il est toujours en vie et je ne sais pas quel accueil il va me réserver. Je pars en totale ignorance. Juste avec moi quelque chose qui me rappelle les liens qui nous unissaient. J'ai une preuve de son attachement ancien. Je vais lui présenter pour lui rappeler sa promesse et le sort qui a été le sien. Cette promesse a été bafouée. Mais bafouée depuis tant d'années que finalement c'est ce délit-là ou ce crime d'oubli, ce crime d'amnésie est devenu finalement, il est arrivé à la phase il est arrivé à une phase où en fait il est entré dans la catégorie des choses, comment on appelle ça, dans cette catégorie sémantique du droit. En fait, voilà, vous voyez ce que c'est, donc je ne trouve pas le terme. En tout cas, voilà, on peut plus intenter aucune action de justice, etc., etc. C'est
Voici donc un aspect de ce silence. Il y a quelque chose qui circule un peu. Quelqu'un écrit jour de silence A dans une ville. Je m'en fiche en fait de la ville et du personnage lui-même. C'est juste que sa proposition ou son angle d'attaque, jour de silence. Alors, sans l'avoir lu, je vais essayer de m'en inspirer en finalement projetant sur lui une série de choses. Voilà. Alors, jour de silence dans les rues et les ruelles. Ici, c'était plein, rempli d'enfants. Ça parlait, ça s'interpellait, ça se disputait, des parties interminables, des jeux de billes, de cartes, de toutes sortes de choses. Les enfants crient, comme partout dans le monde, et de tout temps. Ils crient parce que quelque chose de plus fort qu'eux les fait crier, les fait s'exprimer à voix haute. C'était ça, mon univers sonore à moi, à une certaine époque. Je traverse ce ruelle devenue silencieuse, il n'y a plus d'enfants. Où sont passés les enfants? Je ne vais pas, je ne pousse pas la question plus loin, je reste là, je regarde. Des portes fermées. Qu'est-ce qu'elles cachent? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes fermées? Avant, je pouvais frapper à n'importe laquelle de ces portes et on m'ouvrait et on me faisait entrer. Et c'était chaque fois une surprise, une agréable surprise. J'étais reçu et on m'offrait les plus belles choses. Qu'est-ce que tu veux manger? Viens, viens. Et j'étais invité à rentrer dans la pièce ou dans le lieu le plus intime de la maisonnée. Je faisais partie de la vie des habitants de toutes ces maisons. Chaque maison était différente de sa voisine. Il y avait toujours quelque chose qui me les faisait aimer toutes. Chacune avait sa couleur, avait sa texture, avait ses sons, elle avait son parfum, elle avait son ambiance à elle. Là, c'était plus dans l'exubérance. À côté, c'était plus dans la réserve, mais il y avait autre chose. Il y avait une certaine tranquillité, une certaine paix. Les gens étaient tranquillement heureux. Ils n'avaient pas besoin de faire de grosses démonstrations. Jour de silence, dans ma vie ancienne, le voile de silence recouvre un peu la totalité. Oui, comme dans cette maison laissée un peu à l'abandon, dans laquelle tout a été recouvert par des tissus, pour finalement permettre aux objets fragiles de passer le temps, de ne pas être décolorés par le temps, de ne pas être et personne ne va revenir pour découvrir ces objets. Ils vont rester là jusqu'à la fin du temps, jusqu'à ce que la maison s'écroule sur elle-même de vieillesse. Oui, c'est cela. Le silence est la chose qui a été au début du monde et qui le sera à la fin.
les choses commencent en silence. Et puis, on voit arriver le bruit, on voit arriver la vie, on voit arriver les explosions sonores. Et puis cela s'atténue peu à peu. Il fut un temps où moi aussi, je combattais le silence. J'osais élever la voix. Comme ça, en plein milieu de silence. C'est pas que j'avais besoin d'exister, c'est juste, c'était mon plaisir. Et tant pis si le silence, le voile du silence était déchiré. Tant pis. Le silence des vivants, des existants, le silence des morts, des disparus. Tout est silence. Tout est opacité, tout est finalement, et tout est devenu sans couleur, sans texture, sans substance, sans matière. On essaie de toucher à quelque chose et on la voit un peu se transformer en poussière. Ce souvenir que j'essaie d'approcher immédiatement, il perd de sa substance, il perd de sa forme, il devient impossible à identifier. Est-ce là le souvenir de l'instant datant de l'an, se situant dans l'an 1977 à 13h et quelques, ou est-ce un autre instant? Était-ce là le visage de ma grand-mère ou était-ce là le visage d'une voisine? Était-ce là une personne réelle ou une personne fictive? Était-ce là réellement le nez de cette personne? Était-ce là réellement son regard? Était-ce là réellement son corps, sa corpulence? Ou est-ce juste des inventions comme des choses bâtardes dont on veut à aucun prix? Je ne veux pas de ces souvenirs faux, transformés. Et même s'ils étaient transfigurés, je m'en ficherais quand même. Je veux le souvenir, le vrai, l'authentique, tel que je l'ai emmagasiné pour la première fois. C'est vrai. Bon, il dit, ah, là c'est la version originale, et là c'est le remake. Mais on vit que dans le remake. Et un remake qui, finalement, soit devient de plus en plus impossible à relier à l'original, ou alors ou quelque chose dans ce genre. Jour de silence. Jour de silence. Le silence passe d'un lieu à un autre. Il n'y a rien qui puisse s'opposer au silence. On le trouve dans tous les paysages. Le silence. Quand on dit quelque chose, ça fait quelques mètres. Quand on crie d'une vallée à une autre, d'un lieu élevé, ça meurt. Ça voyage pendant quelques distances et puis ça s'éteint. Le son s'éteint. Il ne peut pas vivre très longtemps. Mais le silence, lui, il arrive pour se saisir de la totalité ou presque de l'existant.
Ouais. Aujourd'hui, ce sont les jours de silence, comme ça pourrait être les jours de deuil. Faisons silence, taisons-nous. Nous n'avons pas les paroles qu'il faut, les paroles adéquates, les paroles à la hauteur de l'événement. Faisons silence. Essayons de nous parler sans laisser rien s'entendre. Communiquons. Sans passer par les mots, sans passer par la voix. Communiquons avec cet être qui s'en va. Voici donc les jours de silence et je ne sais pas, j'avais une autre idée, c'était cette histoire de... j'ai oublié. Souvent, on se pose la question, alors comme j'ai oublié l'idée, je continue quand même, on se pose la question, qu'est-ce que tu as partagé avec cet être? On peut répondre en citant ceci ou cela, beaucoup de choses, des choses. Mais on ne demande jamais combien tu as partagé de moments de silence. Le silence est aussi parlant que le bruit, que le son. Le silence est aussi expressif, aussi vivant même quelquefois. J'entends, je n'ai plus besoin de faire semblant. En faisant silence, je m'éveille à une réalité qui était là. Cette réalité, il faut aussi que je la prenne en compte. J'avais essayé de noyer les choses sous un torrent de mots. Mais finalement, je vois que mes efforts n'ont servi à rien. Je masque les choses. Alors je vais démasquer ce que j'avais masqué. Je vais faire face au silence. Cet être qui est à mes côtés. Entre lui et moi, il y a quelque chose. Mais cette chose, elle est peut-être différente de ce que moi je perçois en premier. Il faut que je fournisse un peu plus d'efforts pour découvrir quelle est la réalité de cet être, la réalité profonde, la réalité celle qui ne se révèle pas comme ça, mais qui a besoin qu'on la traque un peu. Silence. Silence. La traque suppose de rester immobile et de tendre l'oreille pour capter le moindre bruit. Ah, bien sûr, il y a toujours des bruits parasites, mais avec le temps, avec l'expérience, on apprend à distinguer le bruit qu'on recherche. Parmi tous les bruits, parmi le silence qu'on cherche, ah, je me suis trompé, je suis passé du silence au bruit. Bon, en tout cas, voilà, il y a plusieurs types de silence. On va dire, je sais pas, donc je me suis un peu trompé.
Et j'ai eu une sorte de rupture, finalement. Alors, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, rupture cognitive ou rupture de présence dans le propos. Et, en tout cas, le silence est comment finalement de ce jour de silence. Voilà qu'on se promène dans un musée. Un musée non pas imaginaire, non pas constitué de choses impalpables. C'est un musée composite. Il y a des choses comme ça qui ont un corps, mais un corps qui se situe dans plein d'univers. On a des éléments de réalité et des éléments de fiction. Et le musée imaginaire propre à chacun, ou le musée, je ne peux pas dire le musée privé, imaginaire, ce n'est pas vrai. Imaginaire, non, ce musée-là, il part de choses réelles. Il est tout dans la réalité. Il est tout dans la chose qui s'est produite. C'est un musée d'histoire. Alors, on a les musées d'histoire et on a en face de nous des êtres qui ne nous parlent pas. Si on fait un effort, on peut un peu les pousser à nous dire quelque chose. Mais finalement, je passe devant une statue. Une statue qui est dans l'état où je la vois. Il lui manque quelque chose d'essentiel. Il lui manque la couleur de la vie, j'allais dire. Et il lui manque un membre. Et c'est important d'avoir tous ces membres. Il lui manque peut-être la mâchoire. Il lui manque des éléments. C'est vrai, dans son contexte originel, elle était parfaite. Elle remplissait son rôle, sa fonction. Aujourd'hui, sa fonction est totalement, presque j'allais dire, fictive. C'est une fonction artificielle. Elle est là, on lui impose de rester là. Alors moi, quel est mon lien avec cette statue-là? J'ai pas beaucoup de liens. Je regarde une matière blanche ou un peu grise. Mais c'est tout ce que je vois. Je vois des formes, je vois. Mais s'il n'y a pas de légende, en disant que c'est un grand parmi les fabricants qui l'a fait, bon, si... donc je peux lire la légende, une partie de la légende, et m'en aller après. Comment je dois partager mon temps de présence? 10 minutes pour chaque statue. Alors je fais quoi? Je fais une sorte d'égalité entre toutes les statues, même si certains sont plus importantes que d'autres. Voilà, où est-ce que je dis, voilà... les statues majeures, 10 minutes, les statues mineures, 2 minutes, voilà. Donc dans ce musée, bien entendu, totalement hors du temps, malgré tout. Un musée qui est fait là pour créer un lien, mais ce lien, il ne se crée pas. Ou alors il se crée chez certaines personnes, mais pas chez la totalité. Voilà. Mais c'est des choses qui nous divertissent. C'est fait pour, non pas pour enseigner quelque chose, mais pour proposer, pour remplir un espace. Voilà. Il y a là un bâtiment. Il avait une autre fonction, une autre utilité. Aujourd'hui, il est utilisé pour entreposer des choses. Comme ça. Le degré d'utilité des choses. Alors, c'est une question... Voilà, donc, nos souvenirs sont finalement beaucoup plus crédibles et beaucoup plus à leur place
que ces choses comme ça, entreposées les unes à côté des autres, dans un ordre qui correspond à des critères d'aujourd'hui, non pas aux critères d'il y a longtemps. On fait avoisiner des éléments qui n'auraient jamais dû finalement se trouver les uns à côté des autres. Voilà une sorte d'impossibilité chronologique, d'impossibilité temporelle qu'on essaie, on fait en sorte de tordre de tordre les lois de l'espace et du temps. Voilà, pour qu'elles répondent à nous, finalement, à nos désirs du moment, ou à nos critères, ou à notre esthétique, finalement, à nos préférences, à nous. Donc le musée imaginaire, pourquoi ce mot imaginaire s'accroche à ma langue? Le mot le silence, c'est pas évident de. Je pensais que le matin, c'était peut-être le matin. Enfin, pour moi, c'est le matin, mais il est déjà presque 14 heures. Donc, le moment comme ça de l'éveil aurait permis des choses. Apparemment, j'ai pas ingurgité assez de café, donc j'arrive pas à créer de façon qui pourrait me satisfaire. Donc, je suis un peu en difficulté à cet instant. Parce que je n'arrive pas à exister dans des situations. Alors, le situation du musée, ça a pris trop de temps. C'était parce que j'étais devant une difficulté. Alors, je suis resté trop longtemps à parler des statues au lieu de parler de ce silence qui enveloppe un peu les éléments de mon musée privé. Je suis devant quelque chose qui ne cesse de changer de consistance, mais c'est une sorte de... j'ai appris avec le temps, finalement, à m'habituer à ces changements. Mais ces changements se produisent toujours selon le même schéma. Il n'y a plus de variation. Il n'y a plus de nouveauté. Donc malgré les variations qui pourraient être considérées comme des éléments dynamiques, je suis en face de quelque chose de fini. Fini et finalement presque figé. C'est figé. Alors, qui dit figé, dit silence, là aussi, encore une fois. Le silence qui recouvre ces éléments qui étaient autrefois vivants, bruyants, où le bruit, il y a toutes sortes de bruits. Il y a des bruits désagréables, il y a des bruits qui sont très bienvenus. Désagréables quand on entend quelqu'un s'en prendre à un autre, il lui a décoché une flèche, censé le toucher au cœur et le terrasser immédiatement. Quand on entend le bruit du décochage et qu'on voit la flèche laissée entrer. Voilà, le bruit, c'est aussi ça. C'est aussi une violence assumée, une violence très aiguë, voilà. Et puis qu'on s'entend soi-même, perdant le contrôle et criant très très fort jusqu'à finalement
basculer dans l'aigu. C'est plus la voix grave, c'est de l'aigu. Ça devient un peu une forme de cri hystérique. Il y a là une sorte de montée. Qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, les jours de silence, c'est aussi peut-être les jours qui annoncent, comment on pourrait dire, oui, c'est l'hiver, c'est les jours un peu calmes, un peu mornes, un peu grises, un peu... La nature semble s'être endormie, ou même quelquefois elle semble morte. Et pourtant cette mort prépare une nouvelle naissance, une nouvelle émergence. On pourrait dire que le silence pourrait être un moment de basculement entre deux temps. Les temps de la vie, finalement la vie doit reprendre son souffle, doit se régénérer. Ça se régénère dans le silence et dans la lenteur et dans la discrétion. Ça se passe hors de la vision, hors de l'entendement. Je n'entends pas les énergies qui circulent, et pourtant elles circulent, ou alors elles s'accumulent, ou alors elles sont en attente, elles sont prêtes à jaillir. J'entends pas quand la sève revienne et qu'elle parte du bas pour aller s'étendre partout. J'entends pas le retour. Je le vois, je le constate, mais cette émergence, elle se fait dans le silence. Et je vois la terre commencer à parler, à s'exprimer. Elle s'exprime à sa manière. Elle a son langage à elle, elle a son vocabulaire à elle, elle a sa voix à elle. Elle pourrait même dire qu'elle a ses voix à elle. Elle a ses messagers à elle. Et j'ai appris à les écouter. Et j'ai appris à déchiffrer les messages. Voici donc les jours de silence, c'est des jours nécessaires avant une nouvelle éclosion. L'être finalement rentre en lui-même pour mieux en sortir. Sauf que nos silences à nous, ils ne sont pas des silences cycliques, ils fonctionnent de façon linéaire. On a une chance. On n'en a pas des dizaines. Je ne peux pas dire c'est ma saison de repli, c'est ma saison d'endormissement et après non. Quand un événement s'enfonce dans le passé, dans l'oubli, cet événement, il y restera à jamais. Bien entendu, on a quelquefois des surprises, mais sont tellement rares et tellement aléatoires que leur intérêt en est assez réduit. Voilà un visage qui surgit qui surgit comme ça. Alors ce visage, et heureusement pour lui, ce visage est surgi dans toute sa splendeur.
il est là dans une version comme arrêté. Je peux dire que finalement, comme si on l'avait figé et, on l'avait figé dans une attitude et dans un qui le glorifie. Ce visage est beau, très expressif et parfait. Je ne sais pas comment parler, j'arrive pas à exister dans le propos, mais en tout cas je continue, je persiste. Voici les jours de silence, et quand le passé vous parle, ou quand il ne vous parle pas, quand il vous inspire, quand votre passé il est silencieux, il est inaudible. Vous essayez d'accéder à certaines choses, mais ces choses-là se dérobent. Vous posez une question et cette question ne reçoit pas de réponse. Voici un angle d'attaque. Voilà, très facile, évidemment. Les gens à qui on s'adresse, les gens à qui on s'est adressé réellement, et les gens à qui on aurait aimé s'adresser. Voilà les questions qui sont restées sans réponse, les silences qui se sont éternisés. Ça a commencé par un silence. Et le silence a continué. Il y a des moments où le silence n'était pas le bienvenu. Il fallait habiter ce silence. Il fallait lui donner une forme, il fallait, comment dire, le faire parler. Je me répète, je ne sais plus ce que je dis. En tout cas, voilà. Il y a des gens, il y a des moments. On avait besoin impérativement qu'on vienne de notre côté et qu'on nous aide à traverser les moments difficiles de silence, les sentiments, les moments d'impuissance, les moments de désolation, les moments de détresse ou toutes sortes de moments pendant lesquels on n'avait pas de réponse. On se sentait totalement démuni. Voici, j'ai posé une question et j'ai eu en retour un silence. Qu'est-ce que vous avez comme héritage, comme patrimoine? J'ai du silence. Beaucoup de silence. Il faut dire, monsieur, que chez moi, on pratiquait le silence comme un rituel. On parlait la langue du silence. On se livrait à des séances de silence. On passait d'un silence à un autre. Alors il y avait les silences du matin, les silences de l'après-midi et les silences du soir. Silence partout. Il était hautement recommandé de respecter les usages de la maison. Ici, une maison silencieuse. Le maître des lieux a décrété l'ère du silence. Je ne sais quelles ont été ses motivations. Peut-être que j'étais au milieu de télépathes, peut-être de communicants, de ceux qui, finalement, tout en ne laissant rien apparaître, c'est des gens qui communiquaient avec leurs proches d'une autre manière. Peut-être ça communiquait très intensément. Peut-être ça communiquait dans une fréquence du son qui m'était inaccessible. Tiens. Ouais, peut-être que il se produisait là des phénomènes auxquels moi je ne comprenais rien.
Voici le silence. S'il y a du silence, c'est que quelque part, il y a une raison. Il n'y a pas de silence sans raison. Il n'y a pas de silence pour l'amour du silence. Silence, parce qu'il y a peut-être un impératif. Faites silence, faites attention. Si vous faites du bruit, vous allez attirer l'attention sur vous. Et qui dit attirer l'attention, dit s'exposer au danger. Plus on est dans le silence et la discrétion, et plus on échappe au regard de ceux qui guettent, de ceux qui attendent une occasion pour se saisir d'une proie. Voici donc les jours de silence. Alors comment moi-même je suis dans une position où j'ai encore le casque sur la tête, les bouchons dans les oreilles, et donc j'essaie de garder le monde hors de moi. Le monde m'est hostile. Les bruits du monde m'indisposent. Ben finalement, j'ai déboursé avec ce monde. Et j'ai plus besoin d'entendre les rires, les voix des enfants, bas âge. Je n'ai plus besoin d'entendre les voix des adolescents pubères. J'ai plus envie d'entendre les voix des filles nubiles. J'ai plus envie d'entendre les voix de gens plus âgés qui s'expriment selon le timbre qui correspond à leur âge ou à leurs conditions physiques ou autres. On est fini. Le bruit du monde n'a plus pour moi aucun secret. J'ai en moi tous les bruits possibles. Alors je fais silence parce que je suis trop plein. J'ai trop plein de bruit. J'ai trop plein de musique. J'ai trop plein de voix. J'ai trop plein de sons. J'ai trop plein d'expressions. Moi je. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire l'algorithme, c'est dû à un savant perse. Et encore, c'est pas tout à fait vrai. C'est dû à, je sais pas, à un grec. Et c'est la deuxième fois que j'entends cela. Peut-être que ça vient de la même personne, mais le savant perse, Dieu de bon Dieu, c'est un musulman. Dû à un savant musulman d'origine perse. Mais pourquoi abolir la référence? Pourquoi cacher cela? D'un savant musulman. Bien sûr, c'est un perse, mais l'islam, c'est la religion de tous. Perse, turc, mogol, français, peu importe. C'est pas un islam national, c'est pas un islam local, c'est un islam mondial. Alors, oui. Et pourquoi toujours les Grecs? Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait des Grecs? S'il y a eu un Grec qui a élaboré les mêmes concepts, ou les mêmes méthodologies, ou pourquoi ça ne porte pas son nom? L'algorithme, ça porte le nom de Khawarizmi. Khawarizmi, c'est, évidemment, on le sait. Tous les musulmans le savent. Khawarizmi, ça réfère à une région. Peut-être Khorasan, peut-être, je ne sais plus exactement, mais bien sûr, comme souvent, les patronymes, ça réfère à un lieu géographique, un lieu de naissance. Il peut y avoir comme ça, mais on peut être porteur de plusieurs patronymes. Voilà, donc c'est une série de patronymes dans lesquels il y a aussi la référence à la région géographique. Mais c'est d'abord une région musulmane avant d'être perse. Même si les Perses se veulent éternellement perses. Les Perses aussi disent qu'ils sont peut-être perses avant d'être musulmans. Mais rendons à César ce qui est à César. Pas de problème.
Rendons à l'islam ce qui est à l'islam et après on oublie l'islam. Pourquoi? De toute façon, dès qu'on cite Al-Khawarizmi, finalement on le cite pendant quelques secondes, puis on s'arrête. Puis on passe à autre chose. Et lui, il est là un peu parce que finalement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors on cite son nom de façon évidemment qui n'est pas la façon correcte, mais le silence. Alors vous entendez cela, vous avez envie que le monde se taise à jamais. Le silence est finalement le conseil qu'on pourrait donner à certains. Taisez-vous. Taisez-vous au lieu de répéter les mêmes finalement insanités habituelles. Au lieu de toujours chercher à diviser plutôt qu'à réunir, au lieu de toujours référer à quelque chose d'incomplet, au lieu de toujours diviser, au lieu de toujours identifier de façon incomplète, au lieu de verser dans ce choix et dans cette sélection très orientée. Soyons dans l'ouverture, soyons dans l'inclusion, au lieu d'être dans l'exclusion et dans la compartimentation. C'est un savant du, et on lui donne le siècle, c'est un savant vivant en terre d'islam, simplement. Là, on ne prend pas de risque. Savant vivant au XIIe siècle, XIe siècle, au IXe siècle, peu importe, en terre d'islam. Simplement. Et après, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il a apporté? Et on le distingue, on ne le ramène pas, on n'en fait pas comme une sorte d'accident, une sorte de bâtard, une sorte comment dire, entre, en fait, un passage obligé mais et forcé entre la Grèce, lieu éternel d'émergence de tous les savoirs. La Grèce, il n'y a que la Grèce. Il n'y a que la Grèce, et finalement, ce qui est revenu de la Grèce, la Renaissance. Et finalement, entre ces deux pôles-là, le reste, tout le monde, tout ce que le reste du monde a apporté, a été finalement réduit à peau de chagrin. Voici donc pourquoi. Où sont les Chinois, même si les Chinois, c'est des gens très fermés là aussi. Où sont les autres peuples? Où sont? Il n'y a pas de savoir qui ne soit une création collective. Le savoir, c'est finalement l'œuvre de tous. On y participe tous, d'une manière ou d'une autre. L'intuition fondamentale qui m'a traversé, je ne saurais dire à qui je la dois. À qui je la dois? Peut-être à quelqu'un qui, en passant, a dit quelque chose, a répondu à quelqu'un, et moi, j'ai capté cela. Et ça a cheminé en moi, longtemps, avant que ça ne réémerge sous forme de remarques, ou d'observations, ou déductions. Voilà, j'ai fait un lien entre l'association, etc. Voilà la chose. Et donc le silence est dans ce monde où finalement, moi aussi je contribue à briser le silence. Parce que j'ajoute de la parole et du bruit au bruit. Bien entendu, cela est assez facile à observer. Mais finalement, je pourrais continuer de parler de cela, mais je pense à quelque chose. En fait, le silence, c'est, je pourrais dire, le jour de silence, c'est le jour, voilà, je suis tombé sur une idée à laquelle j'avais pensé précédemment, c'est l'occultation, le monde de l'occultation.
comme on pourrait vous admettre quelque part, et ne pas vous laisser approcher ou voir ou percevoir certaines choses. Dans notre monde intérieur est plein de choses. Alors, il y a des choses qu'on maintient très éloignées. On fait silence sur ces choses-là. On fait silence. Jour de silence et permanence de silence sur ces choses-là parce que ça doit rester hors de vue, hors d'ouïe. Et puis, il y a des choses qu'on permet à tous d'entendre et de voir et de percevoir et de toucher et de saisir. Voici la partie visible, la partie audible de moi-même. Allez-y, essayez de... Elle est à vous. Voilà donc les silences, un peu dans cette idée-là. Toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes, non pas à dire, mais ou à faire découvrir, à faire entendre. Le voile de l'occultation, le voile oui, le voile de l'occultation. Voilà, comme on pourrait dire de quelqu'un qu'il a été occulté, non pas dans un sens qui était celui que lui donnait certaines cultures, dans le sens occulté, ça participait un peu du merveilleux, comme on pourrait dire, le prophète a été occulté aux yeux de ses adversaires qui voulaient le tuer. Il a été rendu invisible à leurs yeux et donc il a pu échapper à leur finalement leur échapper. Voilà, donc l'occultation, c'est aussi le fait, c'est peut-être l'occultation, ce qui est arrivé au Christ, quand il a été, finalement, il a été rendu invisible aux yeux de ses disciples, etc. Occulté. On ne sait pas ce qu'est devenu son corps. On suppose qu'il est monté au ciel, mais son corps a été rendu invisible et donc occulté. Voilà, on essaie finalement, l'occultation, c'est le fait d'être devenu silencieux, d'être rendu silencieux, par le fait des choses, par ma voix ne s'entend plus. J'ai beau parler, j'ai beau crier, c'est comme si j'étais sous une cloche. On voit mes lèvres bouger. On voit mes mains aller et venir. On voit que je fais quelque chose, que je dis. On voit que je dis quelque chose. Et pourtant, on m'entend pas. Oui, voici finalement comme ces gens qui venaient et qui se figeaient, imitant une statue ou une autre dans une position idiote, voilà, immobile pendant des heures, on pourrait dire, voilà, il disait rien. Il n'y avait pas de message, tout cela. Mais on pourrait dire, voilà, on met quelqu'un sous cloche et on le laisse parler. On ne l'entend pas, mais on le voit gesticuler. Ce qui nous intéresse, c'est d'observer cet être mis dans une sorte de un peu condamné à une vexation permanente. Je peux être en train de dire quelque chose de très intéressant, comme et ça n'intéresse personne. Je peux proposer une solution performante pour un problème bien réel, ça n'intéresse personne. Je peux commencer à dire
voici comment atteindre à la sagesse ultime, voici comment récupérer les trésors perdus des anciens, voici comment accéder aux nouvelles dimensions. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne parce que personne ne va briser la cloche. Pourtant, il y a là un maillet. Il suffit de prendre le maillet et de briser la cloche. Non. C'est ce qui intéresse les passants, c'est de voir ce contraste entre eux et cette personne. Mais la cloche est autant symbolique, autant, j'allais dire, autant allégorique que réel. C'est dans les domaines, on est dans le domaine de l'allégorie. Et l'allégorie, elle est aussi parlante que la réalité. Voici, c'est comme ça que ça doit se faire. Et on pourrait, comme ça, comme cette histoire de Hyde Park, ou peut-être que c'est comme ça, et tous ces gens qui discourent, et les uns à côté des autres, qui refont le monde, mais personne, ils refont le monde, chacun à leur façon. Ils ne s'accordent sur rien, ils proposent une vision du monde. Et qui veut les entendre, pourra les entendre. Et ça produit une sorte de cacophonie, ça produit une discordance plutôt que quelque chose d'agréable et de stimulant. C'est quoi cela? C'est quoi cette chose incongrue et improbable? Voici aujourd'hui, on est dans les temps, pour y dire, de la confusion et les temps de la discordance et dans le temps de la multiplication des discours et des paroles sans fin. Quelle est, quand on prend la parole, on vise quoi? On cherche quoi? Évidemment, il y a l'intention. En fait, il y a la bataille contre le silence, que le silence qui peut être un silence actuel, présent, et un silence à venir. J'essaie de façon désespérée de finalement de prendre une sorte d'ascendance, une sorte de comme si j'ai une assurance vie dont je sais que je ne vais pas pouvoir profiter. Et pourtant, je continue de verser mes contributions mensuelles, annuelles, etc. Je fais cela de façon très ordonnée, très régulière. Je parle tout en sachant que ma parole ne pourra pas me donner un supplément de vie. C'est fictif. Je lutte contre le silence à venir, contre mes propres silences. Parce qu'à un moment, je vais perdre le sens de la parole et la capacité de parler. Parce que je suis menacé par la perte de mes constituants. Constituants verbaux, je perds des mots, je perds des références, je perds des idées, je perds de tout. Je ne peux pas quantifier ce que j'ai déjà perdu, mais c'est important. Et je perds aussi cette capacité, finalement, que j'avais, cette... on ne peut pas dire cet art, mais cet artisanat de faire, quand je pouvais faire avoisiner des mots qui n'étaient pas voisins, quand j'avais cette capacité à imposer un ordre qui était le mien aux mots. Réellement, il y avait
une sorte de recréation du monde à travers quelques mots, quelques propos. Aujourd'hui, j'en suis relativement incapable et je suis dans une sorte de propos assez quelconque finalement. Il n'y a pas là une rupture. Parlons pas de rupture épistémologique, il n'y a pas là de rupture d'aucune sorte. En tout cas, c'est l'aspiration qui sous-jacente, mais on essaie d'atteindre un moment où finalement on pourrait basculer vers l'univers, un autre univers. S'il y a un univers doté de certains caractères, cet univers, par définition, ne peut pas être unique. Ne peut pas être unique parce que, sûrement, il ne contient pas tout ce qu'il faut. Comme dans cette histoire dans laquelle, à un moment, je me suis dit, tout le monde aujourd'hui essaie d'avoir tout chez soi de manière à ne jamais avoir besoin de personne. Tiens, j'ai besoin d'un ciseau. Un ciseau pour couper une chose particulière. J'ai besoin d'un couteau particulier. J'ai besoin d'un service particulier. Non, tout cela, je l'ai chez moi. Mais finalement, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié juste. Il a suffi de quelques dixièmes de seconde pour que j'oublie ce que je voulais dire. Si je m'écoutais, je pourrais le retrouver, le propos avant. Mais là, en fait, finalement, on a... en tout cas, je vais essayer de reprendre. On a besoin, on trouve... ce dont on a besoin chez l'autre, c'est peut-être des choses très concrètes, mais c'est aussi une inspiration. Comment il suffit, on peut avoir les mêmes éléments et la différence, c'est comment les disposer. Nous, on peut les disposer toujours selon un certain ordre. On voit que l'autre les a disposés dans un ordre différent. Et simplement, pour un peu changer, pour un peu briser la routine, on va s'inspirer de cette disposition qu'on a vue chez le voisin. Voilà une variation. Alors, je ne sais pas, les silences, je ne sais pas ce que je disais. Donc, le silence se fait aussi par ces ruptures. Et il y a dans la parole qu'on peut avoir des moments où on n'a plus accès à ce qu'on disait auparavant. Et ça devient un monde clos. On ne peut plus communiquer avec. Bien sûr, le silence, c'est aussi l'incommunication, l'impossibilité et l'impossibilité de joindre quelqu'un ou quelque chose. On peut essayer d'insister. Ça ne fonctionne pas. On peut attendre, on peut supplier, on peut patienter. Ça ne changera rien. Ce qui s'est fermé, il s'est fermé pour toujours. Voilà un monde devenu inaccessible. Et pourtant, c'était mon monde à moi. Il y a là comme une sorte de scandale, comme une sorte d'impossibilité. J'ai été expulsé hors de mon monde, comme on peut avoir été expulsé hors de son Éden. Et voilà donc comment les choses se font ou ne se font pas. Le silence, on est toujours un peu guetté par des développements académiques selon une méthodologie apprise, un peu malgré nous. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, etc., etc. Et on essaie toujours, on passe notre vie à lutter contre cette façon de faire. On essaie de s'en libérer. Ça ne marche pas.
toujours, ne serait-ce que parce qu'on est poussé à rester dans un certain formalisme et aussi une certaine cohérence, certaine, il faut construire les choses élément par élément, il ne faut pas introduire trop d'éléments étrangers, il ne faut pas déstructurer, il ne faut pas construire et déconstruire dans l'instant même, il faut finalement fixer des bases, il faut d'abord commencer par mettre en place comment on appelle ça, une dalle, un sol, une base, et puis après commencer à construire au-dessus. Et évidemment, en fonction de la base, on peut monter très haut ou pas, en fonction de nos préambules de départ, de nos finalement de ce qu'était notre plan d'ensemble, on va faire ceci ou cela. Alors, voici donc une situation impossible à régler. Parler de silence tout en étant dans le silence physique et dans le silence aussi symbolique. Paradoxalement, il y a eu cette histoire qui disait, oui, on peut être en train de parler, de finalement d'exister sur une ligne de pensée, mais en même temps être sur une autre ligne. Donc, on est présent sur deux lignes cognitives, ou je ne sais pas comment on les appelait. On peut être aussi en train de parler, en même temps en train de se taire. Je parle, je fais du bruit, en même temps je fais du silence. Je suis silencieux. C'est paradoxal, mais en même temps, je dis des choses et je ne dis pas d'autres. En même temps, je suis... finalement, je donne l'impression d'être un peu devenu maître de la situation. Je suis en train de faire face au silence, et pourtant, j'ai déjà été vaincu par le silence. Je suis un être qui semble doué de libre arbitre, de liberté de mouvement, et de liberté de pensée, et de liberté d'action et tout. Mais en même temps, je sais que je suis sous finalement le contrôle de quelque chose d'autre. Le silence, les silences en moi sont légion, sont de toute nature, de toute couleur, de toute forme, de toute densité. Il y a des silences. Il y a des choses que je maintiens, que finalement, il y a de ces silences qu'on doit absolument respecter. Comme c'est cette histoire de nom, le nom secret. Et comme on dit souvent par rapport au secret, le secret est secret du moment qu'il le reste. Une fois qu'il est partagé, il n'est plus un secret. Il y avait un nom, le nom secret. Un nom qu'on se donnerait à soi-même, ou qui nous est donné, mais qu'on dévoilerait à personne. Sous peine de finalement de donner à la personne la possibilité de finalement de nous atteindre. Dans cette histoire, c'était la possibilité, si on connaissait le nom secret d'une personne, on pouvait la posséder. On pouvait en devenir le maître. Alors il y a là le silence imposé, parce que la chose est tellement, j'allais dire, quand j'ai un deuil,
c'est en même temps quelque chose d'imposant et d'une chose fragile. J'ai besoin, peut-être est-ce là une erreur, mais j'ai besoin de garder, de garder le nom que je donne à cette tristesse, de le garder en moi-même, de ne pas le partager. Si je commence à le partager, ben finalement, plus je le partage, plus je sens que j'en perds des parties. Pour à la fin, finir par me rendre compte que j'ai plus rien à moi. Cette chose m'a atteint d'une façon qui m'est propre. Et ça doit rester secret. Alors je fais silence. Mais je me contredis, je fais silence et je ne fais pas silence. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on garde pour soi? Qu'est-ce qu'on ne dit jamais? Qu'est-ce qu'on ne verbalise jamais? Les jours de silence, voici que je fais revenir de nouveau le personnage auquel je pense, j'ai fait référence tout à l'heure, et je me dis, ce personnage, il a semblé être en maîtrise à un moment donné. Maîtrise de son destin, il est populaire, il plaît, il ne laisse pas indifférent, il est ceci, il est cela. Je ne veux pas dire qu'il est honoré, ça, je trouve que c'est un terme désuet, mais, et puis je ne sais pas, il a parlé de sa mère. Voilà, il a fait l'éloge de sa mère, à sa manière. Donc, quand on a un deuil, voilà la chose un peu la plus difficile. Finalement, je pleure le corps de ma mère, la perte du corps de ma mère. Et c'est pour moi une chair familière. Moi, je suis né en incorporant le corps de ma mère. C'est ça qui m'a fondé. Donc j'ai déjà mangé le corps de ma mère. Mais que finalement, à la fin, je le consomme de nouveau. Moi, s'il y avait quelque chose à faire, ça aurait été finalement de rendre ce que j'ai emprunté à ma mère. Oui, j'ai une dette vis-à-vis d'elle, donc je rends, mais je ne continue pas à prendre. Alors, je consomme de nouveau sa chair, non pas de façon vraie, mais de façon métaphorique. Et là, j'en fais une matière à récit. J'en fais une source d'inspiration, comme on dit. Et ma mère devient un objet public. Devient une possibilité de rétribution. Je reçois de l'argent pour avoir offert le corps de ma mère à tout le monde. Venez, mon corps est à vous. Dans une sorte d'Eucharistie un peu particulière. C'est mon Eucharistie à moi. Je donne mon corps au monde entier. C'est une drôle de manière. Alors peut-être que j'ai un compte à régler avec cette personne, mais j'ai un compte à régler avec moi-même, avec peut-être mon intention de mettre un peu à la disposition de tous, là encore, le corps de ma mère. Voici une chose. Alors je me dis, bien sûr, quand on a mis en scène son corps à soi, le corps de sa mère, qu'est-ce qui reste? Dans l'ablation, c'est soi. Et donc, qu'on a exposé, un peu comme qu'on a offert à la consommation. Venez, là encore, saisissez-vous de cette chose qu'est mon corps. L'ablation, voilà, je vous montre, je vous indique toute mon intimité.
Vous allez visiter mon corps. Vous allez vraiment l'explorer jusqu'aux recoins les plus cachés ou les plus... Voyez, regardez, on est en train de m'enlever. On est en train de sectionner cette partie de mon corps. Cette partie qui m'a accompagné pendant très longtemps. Et qui aujourd'hui va être mise, va être envoyée à l'incinération. Elle ne sert plus. Elle est devenue un objet futile, un élément, ça me pèse, ça me cause, c'est la cause de mes tourments. Alors je l'enlève, je m'en débarrasse. Sectionnez, allez, coupez, coupez-moi cette excroissance. Coupez-moi ce sexe qui ne sert à rien, coupez-le. Et fait disparaître cette preuve d'une sorte de mort prématurée. Alors voilà donc l'être. Finalement, on pourrait poser la question dans les moments d'avant le grand sommeil. Peut-être qu'on a des choses qui nous traversent. Et aujourd'hui, on nous apprend que la mort se fait par étapes. Qu'à l'arrêt des fonctions, j'allais dire, constatables, il y a quelque chose qui se continue. Alors le cerveau privé de l'usage de la parole, la continue quand même de penser. Quelles sont les images ultimes après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de la mort officielle, de l'arrêt des battements du cœur, il y a quelque chose qui se continue. Alors, ça ressemble à quoi ce degré qu'on atteint bien après la mort? Il y a une mort après la mort. Il y a une vie après la mort. Alors il y a une mort encore plus ultime, encore plus quand tout s'éteint définitivement. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne veux pas ouvrir une brèche en disant que peut-être, dès qu'on a parlé d'une existence qui se prolonge, on pourrait évidemment à ce moment-là dire, mais tout cela se passe dans le silence, bien entendu, dans un silence. Alors, coloré, pas coloré, noir et blanc, comment ça se passe? Il n'y a plus uniquement le couloir, le tunnel, il y a plus. Personne ne peut revenir de ce type de mort pour nous raconter ce qu'il a pu entrevoir. Ça, c'est autre chose. Après, les expériences de mort imminente, ça, on en a déjà des récits. Mais le reste, ce qu'on vient de découvrir et ce qui était, pourquoi pas, logique. Les choses d'une certaine complexité ne vont pas s'éteindre comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai, on appuie sur un bouton et on ferme quelque chose. Mais réellement, on ne regarde pas derrière. Ça ne s'éteint pas immédiatement. Ça entame un processus d'extinction, mais qui va durer peut-être quelques dixièmes de secondes, mais en tout cas un certain temps. Voici donc qu'est-ce que cette personne à laquelle je pense, qu'elle pense d'elle. Un peu à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'elle pensera d'elle une fois qu'on l'aura déclarée morte et qu'on aura commencé à la préparer pour son dernier voyage. On est en train de la laver. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Que je parte pur, impur, que je parte sale, pas sale, ça change rien.
vous me nettoyez pour après me mettre un peu en pleine terre. Ça semble un peu contradictoire. Voici donc quelque chose qui est comme ça. Alors évidemment, ça prend, ça se manifeste de cette façon, ou ça peut se manifester d'une autre. Il n'y a pas une réelle. Ces propos sont obligatoirement marqués par le côté impréparé. Mais c'est la spécificité même de l'exercice. Alors, le silence, c'est les jours de silence, et c'est le silence qu'on doit faire parce que on est arrivé à bout de quelque chose. Ou alors au bout de quelque chose. On est arrivé à la fin, mais c'est une fin qui est provisoire. On parle du silence. C'est vrai, pendant qu'on parle de silence, on combat le silence. Il y a une action contre le silence. Mais après, on va revenir au silence. Mais simplement dans cet univers, multi-univers de silence. Il y a là un cœur qui est silencieux depuis un moment. Il bat toujours, bien évidemment. Mais il bat comme il a battu depuis 20 ans. Il bat plus selon un rythme qu'il a connu auparavant. Il bat parce qu'il a peur, il bat parce qu'il est triste, mais il ne bat pas parce qu'il est heureux, parce qu'il porte quelqu'un en lui, parce que il essaie d'aller vers un autre. Là, il est en repli. En repli, il est plein de chagrin. Il ne connaît que le chagrin. Et donc, il est silencieux, mais en même temps, il s'exprime. C'est comme une sorte d'impossibilité d'exister dans toutes les possibilités de son être. Il est diminué. Voici, on pourrait dire qu'il est mutilé, mais il est diminué. Voici donc une partie de soi. Ça peut être le cœur, ça peut être autre chose. Comme on peut faire silence sur une partie de sa vie. Une relation qui s'est arrêtée, et finalement, vous ne pouvez pas y revenir. Vous en êtes exclu, d'une manière ou d'une autre. Vous devez la laisser telle qu'elle. Laissez la poussière s'accumuler, il n'y a pas de problème. Et c'est là, finalement, dans l'état qui était le sien au moment où tout s'est arrêté. Vous ne pouvez pas vous y réinstaller. Impossible. Il faudrait convoquer un peu les protagonistes de la scène. Et c'est impossible pour plein de raisons. Voici, je passe sans jeter un regard. C'est silencieux et personne ne me parle. Les êtres sont comme figés. Il y a là moi, il y a là l'autre, il y a là peut-être quelques personnages un peu en arrière-plan. Mais tout le monde est plongé dans une sorte de jeu sans fin. Et j'entends pas ce qu'ils disent. Et je ne peux les regarder ou passer du temps à les regarder. Je dois passer cette scène. Elle se joue pour elle-même. Elle ne se joue plus pour personne.
Voilà, donc je dois faire silence et je dois occulter mon regard. Je dois passer. Et toutes les choses comme ça qu'on doit occulter, qu'on doit laisser en friche ou qu'on doit laisser à l'abandon. Alors le silence, évidemment, le silence, il peut être de plusieurs natures, il peut être de plusieurs nuances, de plusieurs textures, de plusieurs couleurs. Évidemment, je n'ai pas attaqué le propos comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, les couleurs ou les épaisseurs du silence, ça peut être aussi les différentes épaisseurs du silence, les différentes natures du silence. Je goûte un silence. Comment je peux finalement le tester, le passer sur ou sous ma langue, comment je peux en expérimenter les saveurs et la consistance. Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà connu auparavant ou pas. C'est peut-être, là il semble qu'il y a un ingrédient qui m'est inconnu. Un ingrédient, qu'est-ce que ça ajoute au bouquet d'ensemble? Est-ce un ingrédient qui dénature le reste ou c'est un ingrédient qui s'harmonise? Est-ce un ingrédient en trop ou un ingrédient utile? Voilà comment, quand on met du safran, et c'est vrai qu'on prend le risque de le voir un peu monopoliser la présence ou la scène gustative. C'est vrai. Mais c'est tellement riche, c'est tellement puissant que ça vaut le coup. Alors quand on teste un silence particulier, même s'il semble un peu dominateur, un peu impérial, un peu trop puissant, mais on l'accepte. Parce que peut-être qu'il est rare, parce que peut-être qu'il est original, qu'il arrive au bon moment. Voilà. Là, on pourrait dire, oui, le silence attendu, les silences espérés, les silences promis. Oui, on m'a promis un silence, un jour de silence. Le silence en forme de récompense. J'ai le droit au silence. Enfin, finalement. Le silence plus que silencieux, le silence un peu parlant, un peu bruyant tout de même. Cette chose qui se déroule hors de nous, qui ne connaît pas notre vie, qui vit sa vie. C'est vrai qu'elle semble faire du bruit, rompre le silence, mais elle n'occulte pas le silence. Au contraire, elle renforce ce silence, ou elle redonne, enfin, elle permet d'entrevoir la nécessité du silence. Le silence pour mieux percevoir les choses rares, les choses intéressantes, les choses qui expriment un aspect particulier du monde. Le silence pour mieux entendre mieux que jamais, mieux qu'auparavant. Je cesse d'agir, de réagir, et je laisse monter une chose
du fond de moi-même, du fond de mon passé. Cette chose va émerger, va monter lentement, très lentement, très lentement. Voici donc quelque chose qui arrive de loin. Je suis heureux, enfin, de pouvoir constater sa réalité, son retour. Voilà, donc c'était quelque chose pour terminer cette prise de parole. Les jours de silence, les jours tout court de tout. On divise, finalement, je divise les choses de cette façon, mais tout est lié. Il n'y a rien qui puisse être... mais c'est pour un peu pour les exigences ou pour la spécificité du traitement. On divise, je ne dis pas que j'hiérarchise, mais je crée une sorte d'espace propre à chaque proposition. Après, je développe ça bien ou pas bien, c'est autre chose, mais j'essaie. Alors, jour de silence, c'est terminé maintenant. Donc voilà ce que ça a donné dans cet espace-temps. Voilà. C'est différent, c'est en milieu de journée, ce n'est pas la nuit. Donc je ne sais pas si on sent une différence. En tout cas, voilà. Alors, il y a un petit ennui, c'est que quelquefois on a quelque chose à traiter et on la traite alors qu'en fait on n'est pas tout à fait dans les bonnes dispositions physiques et autres. Et quelquefois on la brusque. Comme quelque chose qui n'est pas tout à fait de très bon goût, alors on la mange rapidement, on ne la déguste pas. Il y a ce risque de mal se comporter vis-à-vis de certaines... Il faut laisser monter. Alors il faut laisser lever. C'est pas évident. Il faut laisser lever une proposition et essayer de vraiment de saisir le moment opportun pour pouvoir finalement en faire quelque chose. Donc, il y a un moment, on sent que c'est le moment, et si on le laisse passer, ben, ça sera plus tout à fait pareil. Mais là, j'ai un peu brusqué les choses et ça a donné cette chose que vous avez devant vos oreilles.